Le secrétaire général de Force ouvrière est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Parmi les propositions de François Fillon, l'une concerne les élections professionnelles. Il veut la fin du monopole syndical, donc de votre monopole. Vous lui répondez quoi, François Fillon ? Que c'est une erreur, que c'est une grave erreur même, je dirais, parce que si on met fin au monopole syndical, qui ne concerne pas qu'un syndicat, ça concerne tous les syndicats représentatifs, ça veut dire qu'on risque de voir surgir demain tout et n'importe quoi. Mais François Fillon veut ouvrir à la société civile. Oui, non, mais enfin, attendez, la société civile, c'est hors de l'entreprise. Dans l'entreprise ou dans l'administration, ce sont les salariés. Donc les salariés sont représentés par des syndicats. Si demain il y a une fin du monopole syndical, je veux dire pour les syndicats représentatifs qui ont acquis une représentativité, si on ouvre à tout et n'importe quoi, ben on va avoir des syndicats confessionnels, on va avoir des syndicats politisés, des syndicats de je ne sais quoi, etc. Et ça veut dire que ça va plomber sérieusement le dialogue social. Donc je ne comprends pas très bien que lui, qui a été ministre des Affaires sociales, se prononce pour ce genre de choses. Et quand je vois ou j'entends, je lis Pierre Gattaz aller sur le même chemin, je me dis aïe aïe aïe. Donc, a priori, sur ce front-là, vous serez vigilant en cas de victoire en mai prochain, parce que... Moi, je fais aussi la part des choses entre une campagne d'élection pour des primaires et après, c'est une campagne présidentielle. Donc, on verra. Ça peut bouger, voilà. En espérant que ça bouge, oui, effectivement. Au-delà de ce sujet particulier, donc, sur le monopole syndical, est-ce que l'investiture de François Fillon pour la présidentielle en tant que candidat du Parti Les Républicains, en cas de victoire en mai prochain, ça annonce, vu son programme économiquement libéral, de belles batailles avec les syndicats? Je ne sais pas, on va voir comment les choses... Est-ce que le programme va évoluer ou pas? J'ai entendu François Fillon hier mettre un peu d'eau dans son vin sur le domaine de l'assurance maladie, par exemple. Bon, est-ce que d'autres choses vont évoluer? À regarder d'une manière ou d'une autre. Après, il y a effectivement... Dans ce qui est écrit aujourd'hui, je pense à l'assurance maladie. Pour moi, ce qui l'enclenche, qui est contraire à ce qu'il fait, et là il a raison sur les allocations familiales, il est en train de faire le contraire sur l'assurance maladie. Ça remettrait en cause l'assurance maladie. Il y a les problèmes du service public d'une manière générale, les questions de durée du travail, donc ça fait pas mal de points qui posent problème. Alors est-ce que ça va évoluer ou pas? Notamment les 500 000 postes. Oui, notamment les 500 000 postes dans la fonction publique d'une manière générale. Je l'avais demandé et à François Hollande et précédemment à Nicolas Sarkozy, avant qu'on regarde sur les effectifs, etc., il faut qu'on ait une vraie réflexion sur le rôle et les missions du service public dans notre République. Je pense que c'est un préalable à toute chose. Donc vous attendrez déjà de voir peut-être les évolutions du programme pendant la campagne. Allez, Jean-Claude Mailly, vous êtes l'invité donc ce matin des Échos pour votre livre Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail. Je ne sais pas si vous allez aimer l'expression, moi j'ai trouvé que c'était un peu le House of Cards de la loi travail. Vraiment, on voit les coulisses, comment vous discutez avec les ministres, et puis notamment les rapports de force qui s'exercent. Et vous êtes un peu sévère quand même avec et François Hollande, et Manuel Valls sur, par exemple, vous dites que sur les deux, au-delà effectivement de ce que vous pensez du contenu de la loi, c'est la méthode qui a posé problème. Et vous pointez à un moment dans votre livre, vous parlez d'amateurisme. Oui. C'était plus vrai pour ce gouvernement que pour les précédents gouvernements avec lesquels vous avez travaillé ? Oui, nonobstant le contenu même des réformes et de la loi travail, il y avait un vrai problème de méthode. Tant le président de la République que le Premier ministre n'ont jamais été confrontés à des réformes sociales, quelles qu'elles soient, qu'on soit d'accord ou pas. Et ils ont pris ce que j'appelle une posture, en ne voulant pas bouger sur toute une série de choses. La ministre du Travail, elle débarque à un moment donné dans un dossier qui avait déjà démarré, etc. Ça a été surtout piloté par l'Élysée et Matignon, cette affaire. Et avec un manque d'expérience, clairement, sur la manière de consulter, de concerter, etc., à la différence des gouvernements précédents. Donc par exemple, vous nous dites, avec François Fillon, alors je ne fais pas d'allusion à son investiture, mais qui était Premier ministre avant, paradoxalement, ça pouvait être plus facile de dialoguer avec un gouvernement de droite que avec gauche, François Fillon, Premier ministre, pas tellement. C'est pas qu'on peut pas discuter avec lui, c'est que cette période-là, tous discutaient à l'Élysée. C'était avec le président de la République, son entourage, un homme d'expérience qui est toujours d'ailleurs, à Raymond Soubi. C'est là que les choses se passaient plus à l'Élysée qu'à Matignon. Mais il y a ce qui
compte, c'est bien sûr les responsables en tant que tels, c'est leurs entourages comptent énormément. Et je pense, je le dis, je le confirme, François Hollande est le président de la République qui a le plus parlé, ou qui parle le plus de dialogue social, et vraisemblablement sur des points clés, je pense au pacte de responsabilité, à la loi travail, notamment celui qui l'a moins le pratiqué. Pacte de responsabilité où vous dites, si je ne me trompe pas, dans le livre que vous l'avez découvert à la télévision. Un 31 décembre 2013. C'est vrai Ah oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que moi. J'avais demandé à mes deux autres collègues à l'époque, CGT, CFDT, s'ils étaient informés. Ils m'avaient dit non. Je pense que le seul qui était au courant, c'était Pierre Gattaz. Alors justement, vous avez parlé, donc vous avez fait cette citation effectivement en disant François Hollande est peut-être le président qui parle le plus de dialogue social, mais qui en fait le moins. Sur Manuel Valls, vous dites page 94, il ne connaît guère le social. Pour lui, c'est avant tout un dossier de positionnement politique et d'autorité de l'État. Vous nous dites, bon, simplement, ce n'est pas son sujet. Mais là où vous recherchez du dialogue social, ce qui prend du temps, ce qui est légitime, est-ce que le gouvernement, de son côté, ne cherchait pas tout simplement à agir vite et fort dans une époque où on reproche au gouvernement de ne pas avoir fait suffisamment de réformes par le passé ? Non, écoutez, mais la réforme, quel que soit son contenu, c'est une réforme dans le domaine économique et social, ça doit être discuté. Nous, c'est pas nous qui faisons les lois, c'est le Parlement qui vote les lois. Mais il y a une préparation sur une loi, il y a de la concertation, c'est même prévu dans le Code du travail, hein, l'article L1 de la loi Larcher en 2007. Or là, ça n'a même pas été respecté. Hein, c'était une fin de non-recevoir systématique, quasi systématiquement. Et d'ailleurs, vous les mettez en annexe Oui, bien sûr. On a fait des propositions, des contre-propositions jusqu'au dernier moment. C'est quand même incroyable de voir une loi dite de progrès social par le président de la République devoir passer au 49.3. Si c'était une loi de progrès social, il n'y aurait pas eu tout ce mouvement, etc. Et une loi multiminoritaire, minoritaire chez les syndicats. Je rappelle que les 3 syndicats opposés, FO, CGT, CGC, même si la CGC n'était pas dans la rue, ça faisait 52%. Minoritaire chez les employeurs, au moins sur la question de la hiérarchie des normes. L'UPA, la CGPME n'étaient pas d'accord. Minoritaire politiquement, minoritaire dans la population. Bon, d'où le 49.3. Donc, une loi sociale qui passe au 49.3, ce point qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu cocasse. Vous pointez le manque de dialogue, selon vous, donc, qu'il y a eu avec le gouvernement. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous expliquez que, par exemple, à un moment donné, vous échangiez beaucoup avec François Hollande par SMS, parce que ça fonctionnait mieux. Mais en fait, on a l'impression que, selon vous, il vous baladait un peu. Ça veut dire, il dit jamais oui, il dit jamais non. Enfin, il faisait exprès d'entretenir le flou, vous pensez, François Hollande, ou vraiment, il y avait des indécisions? Je crois que c'est sa façon d'être. Je crois que je ne suis pas le seul à dire que c'est assez difficile d'en sortir d'un entretien, de savoir ce que le président de la République va faire ou a envie de faire. Hein, donc, il est convivial, etc. Mais on n'a pas de réponse d'une certaine manière. La seule fois où j'ai eu une réponse, dans les 3 fois où je l'ai vu pendant le conflit, la dernière fois, c'est on ne bougera pas parce qu'on est en accord avec la CFDT. Est-ce que je lui ai dit, mais c'est pas une réponse, quel que soit le syndicat. Pourquoi telle et telle mesure? Et là, j'avais pas de réponse. Alors, Jean-Claude Mailly, il y a également un autre élément sur lequel vous revenez dans le cadre de cette loi travail, toujours, c'est la rivalité entre Emmanuel Macron d'un côté et Manuel Valls de l'autre. Vous en parlez et on reste un peu sur sa fin au sujet. C'est-à-dire, vous revenez sur ce sujet plusieurs fois, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment, effectivement, cette rivalité a joué un rôle dans la loi travail? Tout simplement parce que je vous rappelle que Emmanuel Macron aurait souhaité, c'est ce qui se disait à l'époque, avoir non seulement le ministère de l'économie, mais le ministère du travail, qu'il a quand même pesé sur la loi travail, même s'il n'en avait pas la responsabilité. Je pense, les licenciements, notamment sur la question des licenciements économiques. C'est lui qui a pesé. C'est lui qui avait été la cheville ouvrière au préalable quand il était à l'Élysée avec François Hollande du pacte de responsabilité, et il se situe à peu près sur le plan économique, à peu près sur le même terrain. Donc, par définition, ils étaient à un moment donné en concurrence l'un et l'autre. Et en quoi ça a impacté, par exemple, l'écriture du texte en lui-même, cette rivalité? Ça veut dire que, avec le quinquennat, celui qui intervient le plus sur les questions économiques, beaucoup plus qu'avant, c'est l'Élysée, c'est le président de la République. Donc, Emmanuel Macron, qui avait la confiance du président de la République quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, l'avait encore quand il était ministre de l'économie. Donc, il pouvait influer, même en dehors de Matignon, il pouvait influer sur le contenu d'une loi, y compris la loi travail, le fameux article 30 sur les licenciements économiques, par exemple. Emmanuel Macron, d'ailleurs, à qui, pour le charrier, vous faites la bise dans le livre, c'est ce que vous expliquez, parce qu'il vous a fait la bise. C'est le retour à l'envoyeur, ça s'appelle. Voilà, exactement. Il y a des petites anecdotes comme ça. Donc, dans ce livre, Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail, livre de Jean-Claude Mailly.